Nous prenons aujourd'hui une nouvelle table ronde sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Je souhaite vraiment remercier et souhaiter la bienvenue aux représentants des associations Être là, France Asso Santé, Jalmarv, ainsi qu'à Madame Elsa Walter, qui est auteure de l'ouvrage À vous, je peux le dire. Mesdames, messieurs, après vos propos liminaires d'une dizaine de minutes pour chaque représentant, les rapporteurs pourront vous poser des questions. Vous aurez tout loisir d'y répondre. Et après, chacun de mes collègues députés ici pourra vous poser des questions, une question, et vous pourrez aussi, bien sûr, y répondre. Alors, qui va commencer? Madame Walter. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre invitation. Donc je vous précise que je m'exprime en mon nom propre sur la base de mon expérience de bénévole d'accompagnement. Je voudrais d'abord commencer par saluer la qualité de tous les travaux préparatoires qui ont été menés et qui ont tracé le chemin de ce projet de loi, et on sent, je crois, dans les mesures qui sont envisagées, toute l'épaisseur de la réflexion qui a abouti à un diagnostic qui me paraît assez juste sur la problématique du mal mourir qui est envisagée pour la première fois dans tous ses aspects. Alors sur le premier volet de l'accompagnement, c'est celui sur lequel je vais concentrer l'essentiel de ce propos liminaire. À mon sens, il donne deux raisons d'espérer que les fins de vie puissent à l'avenir mieux se passer. La première, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de mieux anticiper les fins de vie, et on sait à quel point c'est essentiel. Et la deuxième, c'est cette prise en compte globale de toutes les dimensions de la fin d'une vie, pas uniquement la dimension médicale, mais aussi la dimension sociale. Et puis, peut-être qu'on pourrait y ajouter la dimension sociétale et la dimension existentielle. Sur la question de l'anticipation, vous le savez, elle est évidemment très liée à celle de l'information et de l'expression des volontés, puisque pour pouvoir réfléchir à ces souhaits de fin de vie et les exprimer, encore faut-il être bien informé. Et là, ce que je dois dire par rapport à l'expérience d'écoute des personnes malades, et peut-être que les personnes qui écoutent aussi autour de cette table, les personnes malades, font le même constat que moi, c'est celui des difficultés de communication avec les équipes soignantes, qui aboutissent parfois à ce que les malades ne soient pas informés en transparence sur leur pronostic vital. Alors, il y a un aspect qui n'est pas abordé par le projet de loi, c'est celui de l'obligation d'information. Vous le savez, cette obligation existe dans la loi, elle incombe au médecin, mais elle lui laisse une marge d'appréciation qui est assez étendue, relative à la personnalité du patient. Dans les faits, ce que j'ai pu constater, c'est que cette marge d'appréciation est parfois avancée pour ne pas dire ou pour ne pas tout dire au patient, sans que lui-même ait formulé cette demande de ne pas être informé sur son pronostic vital, ce dont il a le droit, et c'est d'ailleurs prévu par la loi. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de nier le fait que le médecin doive tenir compte de la personnalité du patient, dans la manière dont il va informer, dans le choix du moment, dans le choix des mots. Mais je voudrais vous adresser cette question. Ne pensez-vous pas que la rétention d'informations, quand elle est nécessaire, pourrait être plus strictement encadrée, par exemple sur le modèle de la loi belge, qui impose notamment aux médecins de prendre cette décision en collégialité et qui impose un caractère temporaire à la rétention d'informations. Mais évidemment, ce n'est pas la loi qui va résoudre toute cette problématique de communication qui est liée au tabou de la mort, on le sait. Et je dois dire que c'est un tabou qu'on ressent particulièrement dans les services de soins curatifs, puisque moi, j'ai été bénévole dans un service d'oncologie. C'est pour cela qu'il me semble très pertinent de renforcer la formation des soignants à la fin de vie dans une approche globale et pluridisciplinaire telle que c'est envisagé, qui devra, à mon sens, porter une attention particulière à l'apprentissage de l'écoute. Écouter, à la fois, c'est quelque chose de naturel, et puis ça s'apprend aussi, c'est ce que nous, les bénévoles, nous apprenons. Et je crois que c'est vraiment fondamental, parce que beaucoup de personnes malades confient aux bénévoles qu'elles ne se sentent pas toujours bien écoutées, par les soignants notamment, mais aussi par leurs proches. Et quand elles sont bien écoutées, quand elles se sentent vraiment écoutées, c'est un soulagement pour elles, ça participe vraiment de leur mieux-être. Et en cela, je crois qu'on pourrait peut-être dire que l'écoute est un soin.
Ce tabou de la mort, évidemment, ce n'est pas que celui de l'hôpital, c'est celui de toute la société. Et je crois que le rôle des acteurs de la société civile est vraiment essentiel pour accompagner l'évolution des perceptions et des craintes sur ce sujet, pour remettre en fait du collectif autour de la fin de vie, de la mort et du deuil. Et donc, il faudra certainement aider et soutenir les initiatives de la société civile en ce sens. Sur l'objectif de doubler le nombre de bénévoles d'ici 10 ans, qui est affiché dans la stratégie décennale, oui, bien sûr, je suis complètement favorable, puisqu'on connaît les problématiques de pénurie de bénévoles. Mais pour y arriver, il me semble qu'il faudrait mettre en place des mesures réellement incitatives, associées certainement à des budgets plus conséquents que ce qui est envisagé dans la stratégie décennale. L'objectif, en fait, c'est de permettre aux bénévoles de concilier la vie professionnelle avec cet engagement qui est assez lourd et chronophage. Sur la question de l'anticipation des volontés, il y a cette mesure du plan personnalisé d'accompagnement qui m'apparaît pouvoir être un très bon outil qui favorisera l'anticipation justement à travers la réflexion et le dialogue. Mais puisque l'idée générale du projet de loi est de prendre en compte également les besoins non médicaux de la personne, peut-être qu'il pourrait être proposé, c'est une suggestion, d'associer aux discussions accompagnées qui mèneront au plan personnalisé un professionnel non soignant qui pourrait justement trouver des réponses à la prise en charge des besoins sociaux. Il me semble que ça irait dans le sens de la pluridisciplinarité qui est souhaitée. Concernant les directives anticipées, on sait qu'elles sont très peu connues et c'est assez frappant de voir à quel point dans les services de soins curatifs aigus, les patients n'en ont jamais entendu parler. Les campagnes d'information à la population qui sont envisagées dans la stratégie décennale m'apparaissent évidemment être une première réponse globale qui est bonne, mais qui ne sera certainement pas suffisante. Et pourquoi ne pas envisager des mesures plus ciblées, comme des temps d'information médicaux dédiés. L'idée, je crois, c'est d'anticiper le plus tôt possible, donc dès qu'on est en bonne santé. Alors peut-être une mesure à envisager avec le médecin traitant, il pourrait peut-être y avoir des consultations dédiées à l'information sur les droits des patients, incluant les directives anticipées. Et puis, il semble assez évident que les directives anticipées doivent être mentionnées dans le plan personnalisé d'accompagnement et qu'il puisse y avoir aussi une aide à la réflexion et à la rédaction. Par ailleurs, est-ce que ces directives anticipées pourraient intégrer le choix de la personne concernant les informations qu'elle souhaite recevoir ou non sur son pronostic vital? Je fais référence là à cette question de l'obligation d'information que j'évoquais. Enfin, dernier point sur l'accompagnement, celui lié aux besoins de réflexion philosophique ou existentielle qui sont exprimés par certaines personnes malades et qui ne sont pas forcément attachées à un culte en particulier. Alors il arrive que nous, les bénévoles d'accompagnement, nous ayons ce type d'échange avec des personnes. Et justement, cela m'a fait me dire qu'il existe certainement une inégalité entre les personnes croyantes qui peuvent faire appel à un aumônier de leur culte, qui est un salarié de l'établissement de soins, et les personnes non croyantes qui ne disposent pas de ressources humaines équivalentes. Alors j'avais noté, monsieur le rapporteur général, dans votre introduction à ces travaux, que vous aviez souligné la laïcité comme une des 4 valeurs cardinales qui devaient guider les travaux autour de ce projet de loi. Donc je proposerais peut-être de réfléchir à prendre en compte ces besoins d'accompagnement philosophique laïque et peut-être, pourquoi pas, l'envisager dans le cadre de la nouvelle filière universitaire des soins d'accompagnement, peut-être envisager un cursus dédié aux aumôniers laïques, ou appelons-les peut-être différemment, mais comprenez l'idée. Maintenant, très rapidement sur le volet aide à mourir du projet de loi, parce que j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les discussions. Ce que je voudrais dire, c'est que j'adhère à la philosophie générale du texte, qui envisage l'aide à mourir comme un ultime soin, au bout d'un chemin, souvent long, de prise en charge de la personne malade incurable. Pour moi, il n'y a pas de doute que c'est un acte solidaire et fraternel qui doit s'appuyer avant tout sur l'écoute des personnes malades et l'expression de leur volonté. Bien sûr, il est nécessaire de poser des critères d'accès stricts. Peut-être que les meilleurs seront les plus objectifs possibles, mais il faudra surtout éviter d'exclure un trop grand nombre de personnes malades incurables qui seraient alors contraints de continuer à s'exiler pour mourir. Dans la manière d'apprécier les critères, un point qui m'apparaît fondamental,
c'est celui de faire confiance à la parole de la personne concernée, de donner du crédit à son vécu. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que j'ai pu constater en écoutant les personnes gravement malades qu'il existe une tendance de fond à délégitimer leurs paroles sous couvert de leur vulnérabilité. Et elles m'ont exprimé qu'elles en souffrent, elles s'en rendent bien compte. Alors peut-être qu'il y a aussi là un sujet de formation pour s'extraire de cette verticalité du rapport soignant-soigné qui avait été pointé par différentes évaluations dans les travaux préparatoires. Je vous remercie. Merci. Pour France Asso Santé, mesdames, c'est 5 minutes chacune ou... Donc vous partagez comme vous voulez, en fait, 10 minutes. Mais... Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous remercions pour cette invitation à présenter notre point de vue et à débattre, ainsi que pour la qualité des travaux préliminaires qui ont été faits. Nous nous réjouissons de voir que ce projet de loi s'accompagne d'une stratégie ambitieuse consacrée au développement de l'accompagnement de la fin de vie, avec l'objectif que cet accompagnement se mette en place le plus précocement possible et de façon graduée, ainsi qu'une réelle volonté de permettre une égalité de propositions de soins palliatifs sur tout le territoire, même si nous avons quelques regrets concernant la place des proches et l'accompagnement dans les ESMS du champ du handicap. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors des débats. Concernant l'aide active à mourir, nous regrettons une diversité de points de vue au sein de notre réseau. Nous retrouvons une diversité de points de vue au sein de notre réseau que nous assumons, qui est à l'image de celle de la société civile et que la Convention citoyenne a également pu mettre en relief et valoriser. Au-delà de cette diversité qui est notre richesse, nous nous sommes mobilisés au sein de France Asso Santé pour porter des enjeux communs et défendre les intérêts des personnes malades et de leurs proches afin que leur volonté soit respectée et prise en compte, que leur souffrance trouve une réponse adéquate et soit soulagée et qu'elle ait accès partout, selon leur choix, aux mêmes possibilités de prise en charge de façon solidaire et équitable. Cela veut dire qu'au-delà des enjeux éthiques qui entourent la fin de vie, nous sommes très attentifs à ce que les conditions d'accès et d'organisation de l'aide à mourir soient favorables au meilleur accompagnement des personnes malades qui en feront la demande, ainsi que leurs proches. En ce sens, nous pensons que ce projet de loi cherche à apporter une réponse à des situations de souffrance remontées par notre réseau, qui ne trouvent pas de réponse jusqu'ici dans notre cadre législatif. En inscrivant clairement dans la loi l'aide à mourir dans le champ sanitaire, avec un accompagnement par des soignants de la demande de la personne à l'administration du produit létal et en garantissant une prise en charge par la sécurité sociale, ce projet apporte une réponse concrète qui s'inscrit dans une continuité avec la loi Claeys-Leonetti qu'il a vocation à compléter. Nous centrons donc aujourd'hui notre propos liminaire essentiellement sur la question des garanties en matière d'effectivité de ce nouvel accompagnement, l'égalité d'accès, mais aussi de qualité et de sécurité de l'acte en lui-même que ce projet de loi doit garantir, selon nous, aux usagers. C'est bon, je pense. Alors, nous souhaitons donc attirer votre attention sur 5 points qui ont été travaillés dans un groupe dédié à France Asso Santé avec des associations de personnes malades, de familles, de proches aidants, des associations du champ du handicap, des associations de personnes âgées. Premier point, nous ne comprenons pas que les droits des personnes malades et la notion d'accompagnement ne soient rattachés qu'au premier titre du projet de loi. La thématique des droits des personnes malades doit être transversale à l'ensemble du texte, comme c'était le cas d'ailleurs pour les lois de 2005 et de 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Deuxième point, nous saluons le fait que le modèle d'aide à mourir proposé par ce projet de loi prenne en compte la problématique de l'égalité d'accès effective à l'aide à mourir en permettant l'assistance par un tiers. Néanmoins, nous faisons le constat qu'une forme de discrimination s'opère sur la capacité physique de la personne malade à pouvoir ou non procéder à l'administration.
et que cette définition, finalement, ne prend pas en compte les situations où la personne malade ne serait pas en mesure de procéder à cette auto-administration pour des raisons autres, qui peuvent être des raisons, par exemple, une angoisse importante, ou parce que ces personnes ne souhaiteraient pas le faire pour des raisons personnelles, parce qu'elles préfèrent un accompagnement soignant, ou parce qu'elles ne souhaitent pas laisser cette dernière image à leurs proches. Cette définition ne laisse pas non plus la porte ouverte aux soignants qui, éventuellement, le souhaiteraient et y trouveraient du sens d'accompagner la personne en administrant le produit en accord avec elle. Il nous semble que cela doit relever d'une décision partagée entre la personne malade et le soignant qui l'accompagne. Et il nous semble finalement que c'est un paradoxe de ce texte, et nous y reviendrons plus tard, de laisser la porte grande ouverte sur certains aspects et fermée sur d'autres. En troisième lieu, la condition du moyen terme nous semble le point le plus discutable du projet de loi. Les difficultés posées par le court terme, qui conditionnait le droit pour la personne malade de demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès dans la loi de 2016, ont déjà été abordées amplement dans les auditions précédentes. Nous n'allons pas y revenir. Mais nous voulons aujourd'hui insister sur la conséquence concrète que cela a eue sur les personnes malades. Il y a eu des situations suffisantes en nombre pour nous alerter et encore douloureuses pour les proches qui les ont vécues et qui nous ont rapporté ces témoignages, où les personnes en fin de vie qui estimaient remplir les conditions prévues par la loi et qui ont cherché à faire valoir leur droit à demander cette sédation ne l'ont pas obtenue. Elles ne l'ont pas obtenue parce que l'interprétation qu'elles faisaient de ce court terme, au regard de leur maladie, de leur vécu, de leurs souffrances et de leurs propres limites par rapport à ces souffrances qu'elles vivaient, qu'elles seules peuvent apprécier, ne coïncidait pas avec l'interprétation très restrictive qui avait été faite par la Haute Autorité de Santé et certaines sociétés savantes et qui avait été faite dans un second temps après le vote de la loi. Il y a eu aussi des situations de refus au motif que le décès n'était pas attendu à ces quelques heures ou quelques jours, où la personne est pourtant décédée dans les 2 jours qui ont suivi. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous vous appelons à ne pas reproduire la même erreur aujourd'hui. Les professionnels de santé vous ont exposé hier la difficulté, l'impossibilité même d'établir un pronostic fiable sur plusieurs mois. Et nous craignons que si ce critère reste formulé de cette façon, il ne devienne demain la variable d'ajustement pour recevoir ou recaler une demande selon que le médecin à qui elle est faite y sera favorable ou non, et cela au détriment des droits des personnes malades. Il nous semble que la notion de maladie grave et incurable, qui place la demande d'aide à mourir dans le cadre d'une pathologie engageant le pronostic vital, couplée à la notion de souffrance insupportable et réfractaire, sont centrales et suffisantes, comme dans d'autres législations. Le cas échéant, il y aura des situations d'inégalité où des personnes malades présenteront des souffrances tout aussi insupportables et réfractaires que d'autres, mais sans que le médecin ne puisse ou ne se risque à évaluer avec certitude qu'elles vont décéder à moyen terme, à 6, 9, 12 mois, peut-être 1 an, selon ce que les recommandations établiront. À situation de souffrance égale, dans le cadre d'une pathologie grave et incurable, bien sûr, nous attendons une réponse égale et non laissée à la seule appréciation du corps médical. En lien avec cette problématique du moyen terme, le délai de réflexion et de réalisation de 3 mois, au-delà duquel le médecin devra renouveler les démarches, nous interroge également. Pourquoi fixer ce que certaines de nos associations appellent déjà une date de péremption à l'autorisation accordée à la personne malade ? Ce délai ne correspond pas à leurs attentes, notamment pour les personnes avec des maladies neurodégénératives. Alors on parle beaucoup de la SLA, mais on pourrait citer également Huntington, Parkinson, les scléroses en plaques. Bref, toutes ces maladies ou des troubles cognitifs peuvent survenir au décours de l'évolution. Les personnes concernées disent à leurs associations et nous disent qu'elles souhaiteraient jouir de cette autorisation en anticipation, pour le moment venu choisir leur départ, sans crainte de voir remise en question leur aptitude à manifester leur volonté. Pourquoi ne pas prévoir, peut-être pour ces pathologies, un accès possible très encadré via des directives anticipées spécifiques ? Nous craignons que le moyen terme également ne soit in fine assimilé à ces 3 mois. Enfin, dernier point sur lequel nous souhaitons insister, nous voulons réinterroger la juste place des proches et des soignants dans ce projet de loi. Concernant la procédure d'évaluation de la demande, nous souhaitons interroger la forme que doit prendre la collégialité. Celle-ci ne doit, selon nous, pas être un tribunal ad hoc, composé d'un médecin ou de plusieurs soignants ne connaissant pas la personne malade. Elle doit au contraire être un lieu d'échange et pouvoir intégrer les professionnels qui l'accompagnent au plus près, sans oublier les professionnels du médico-social dont parlait Agnès, lorsqu'il y en a, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés.
Sans oublier non plus, si la personne malade le souhaite, avec son accord, sa personne de confiance ou ses proches, qui peuvent témoigner de son cheminement et apporter un autre regard sur la demande d'aide à mourir que le seul regard médical. Ces personnes peuvent témoigner de son environnement, de son parcours de vie avant la maladie, avec la maladie, de sa philosophie de vie, de ses motivations existentielles. Et ce regard supplémentaire et complémentaire, c'est un appui pour la personne malade, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d'aide à mourir. Ensuite, concernant le moment de l'administration, comme pour tout autre accompagnement de fin de vie, qu'il s'agisse d'un arrêt de traitement, d'une sédation profonde, de soins palliatifs, ce que les personnes malades et leurs proches attendent des soignants, c'est qu'ils les sécurisent physiquement et psychologiquement. De là, nous avons relevé 2 points de vigilance. Le premier, c'est que si dans le projet de loi, le soignant est bien chargé d'assurer la surveillance de l'administration, il nous semble important, même lorsque ce n'est pas lui qui administre la substance, qu'il soit aux côtés de la personne malade et de ses proches dans la même pièce. La formulation actuelle crée un flou spatial et ouvre une possibilité d'interpréter cette proximité autrement. Une proximité suffisante, comme le demande d'ailleurs le texte, ce n'est ni la pièce d'à côté ni l'étage d'en dessous. C'est être là, être présent à côté, à leur côté. Et deuxième et dernière remarque, nous avons de grandes inquiétudes quant à cette possibilité ouverte et inédite dans les législations similaires qu'un tiers volontaire est désigné par la personne malade, probablement un proche, comme le précise l'exposé des motifs, puisse l'assister dans le cas où elle ne serait pas en capacité de s'auto-administrer la substance et que cette assistance ne serait pas technique. Déjà parce que nous n'avons aucun recul sur l'impact d'un tel geste sur le proche concerné et sur les relations intrafamiliales que cela pourrait occasionner. Ensuite, parce que l'on doit au contraire tout faire, il nous semble, dans ce moment si singulier de la fin de vie, pour que les proches puissent se concentrer pleinement sur la présence et sur l'accompagnement des tout derniers instants, sans avoir à se demander s'ils soutiennent correctement une tête ou inclinent suffisamment un gobelet. Enfin, parce que le risque de complications existe, que le geste soit technique ou non, la personne peut faire une fausse route, peut convulser, peut vomir, peut reprendre conscience après l'administration. Et une telle modalité ne nous semble donc pas remplir les conditions de qualité et de sécurité de l'acte, ni pour la personne malade, ni pour ses proches. Je synthétiserai ces 2 remarques en vous posant la question suivante. Imaginerait-on un proche débranchant le respirateur artificiel d'une personne en fin de vie qui en aurait demandé l'arrêt pendant que le réanimateur attend dans la pièce d'à côté? Il ne me semble pas. Pourquoi sommes-nous en train d'imaginer quelque chose de la sorte pour l'aide à mourir? Et ce point est d'autant plus problématique, et ce sera vraiment notre dernière remarque sur le texte, que ce projet de loi ne contient aucune mesure visant à renforcer les droits, les aides et le soutien des proches aidants pendant l'accompagnement de la personne malade et après son décès. Et je laisserai Agnès conclure très rapidement. Très rapidement, oui. En conclusion, nous, usagers du système de santé tout comme vous, souhaitons vous redire quel modèle de prise en charge des fins de vie nous voulons. Un modèle de proximité et d'assistance par le système de santé où le médecin accompagne et s'engage jusqu'au bout. Choisir sa fin de vie comme on a mené sa vie. Le principe de non-abandon de la personne malade et de ses proches, d'accompagnement et de prise en charge des souffrances quelles qu'elles soient, est au cœur de l'accompagnement en soins palliatifs et se doit donc d'être au cœur des prises en charge d'aide à mourir. Nous vous invitons également à vous appuyer sur nous, associations de personnes malades, de proches aidants et d'usagers dans ce débat. Ces évolutions nous concernent en premier lieu. Elles doivent répondre à nos besoins, nos attentes. Nous sommes les plus à même d'apprécier leur pertinence au regard de nos vécus. Merci. Pour l'association Gelma, Monsieur de Margerie, pour 10 minutes. Bonjour, Olivier de Margerie, président de la fédération Jalmalv, qui assure de l'accompagnement des personnes en fin de vie, pour laquelle je vous donne 3 précisions. C'est 72 associations un peu partout sur le territoire français, tout au moins métropolitain. C'est à peu près 2000 bénévoles d'accompagnement qui vont consacrer une demi-journée par semaine à rencontrer des personnes. Ça représente 120 000 rencontres l'année dernière. Dans une année Covid, le chiffre était descendu à 80. C'est de nouveau 120 000. C'est l'ordre de grandeur pour avoir une idée de cette présence auprès des personnes en fin de vie. Je voudrais vous proposer un propos en 4 points qui sont différents et complémentaires.
La première idée, et je vais lire mes notes parce qu'au fond, ça sera une garantie que je ne dépasse pas le temps, c'est l'idée de dire que cette histoire de loi, ce projet de loi, vient peut-être trop tôt, à notre avis, au regard de deux autres choses. Faut-il voter ce projet de loi avant une loi grand âge et autonomie, par exemple ? Car on pense que cette loi va être un véritable appel d'air, un appel pour des milliers de personnes qui ne désirent plus vivre notamment. Et je pense là particulièrement aux résidents en EHPAD qui peuvent être assez fortement abandonnés, qui nous disent souvent quand on les rencontre « mais vous êtes ma seule visite ». Il peut y avoir un fort appel d'air vers ce type de population auquel ne s'adresse pas a priori le projet de loi. Une disposition comme le plan individualisé d'accompagnement qui figure dans le projet de loi, qui figure aussi dans la stratégie décennale, a priori, il est ouvert à une partie, à des personnes correspondant aux critères. On peut s'interroger de savoir s'il sera ouvert demain éventuellement aux personnes âgées, aux personnes qui ont des polypathologies, qui ne sont pas fléchées par une pathologie qui sera effectivement incurable et qui va les amener rapidement à une fin de vie qui est annoncée. Mais pour ces personnes-là, est-ce que cette idée du plan, il sera bon ou ils ne seront pas bons pour le plan ? Je le laisse comme une question. Est-ce qu'il faut voter ce projet de loi avant la démonstration d'une stratégie décennale qui est véritablement engagée ? À ce sujet, je dirais que telle qu'elle est publiée ce 22 avril, qu'est-ce qui vous permet, messieurs et mesdames les députés, d'être sûr que les très bonnes directions qui sont indiquées dans cette stratégie décennale seront effectivement financées 10 ans durant, cadencées, et que les rendez-vous qui sont visés seront effectivement atteints ? Deux points là-dessus qui peuvent laisser une part d'inquiétude. On va dire la présentation du projet de loi en date du 30 octobre mentionnait l'idée qu'il puisse y avoir un contrôle du Parlement sur la bonne exécution et réalisation de cette stratégie décennale. Le plan actuel publié la stratégie publiée le 22 avril, il y a 3 jours, n'en parle plus. Et on trouve une phrase qui, je vais vous citer parce que je la trouve interrogeante. Il sera constitué une instance de pilotage, de gouvernance et d'évaluation sera mise en place. Le style de cette phrase peut laisser craindre que ça prenne du temps de le faire et que la capacité de cette instance d'avoir cet effet de contrôle de la réalisation des contenus soit diffus dans le temps. Sur un point plus précis qui nous concerne, la cible du doublement des bénévoles en 10 ans nous paraît être une très bonne cible qui a été retenue parce qu'elle correspond vraiment aux besoins d'accompagnement qui sont très nombreux, notamment au domicile, mais aussi dans les EHPAD et aussi dans évidemment tous les établissements hospitaliers. Mais moi, je la trouve ambiguë parce qu'elle mentionne à la fois des bénévoles de service qu'on peut peut-être rapprocher du projet des maisons d'accompagnement. Mais est-ce que c'est pour dire qu'il y aurait dans ces maisons du personnel au rabais ? On peut le rapprocher de la formulation de ce que se mettrait en place une réserve opérationnelle à propos de ces bénévoles. Ce mot est un mot très nouveau qui apparaît avec la stratégie publiée il y a 3 jours. Est-ce que cette réserve opérationnelle serait quelque chose comme sur le modèle de l'EPRUS, pour ceux d'entre vous qui connaissiez cette disposition qui existait ? En fait, c'est quoi une réserve opérationnelle de bénévoles ? Et puis dernièrement, la 3e catégorie des bénévoles d'accompagnement, d'écoute et de présence qui aujourd'hui existent, fonctionnent. Ils sont 6 000 pour l'ensemble des associations d'accompagnement. Leur doublement nous paraît être une très bonne chose, mais l'ambiguïté sur les définitions nous paraît insuffisante. Sur ce point également, et ça sera terminé sur ce point, le gouvernement a historiquement financé à hauteur de 50% le coût de la formation des bénévoles d'accompagnement pour qu'ils soient effectivement dans la bonne position, à la fois laïque, d'écoute et parfaitement respectueuse des gens. Ça a été fait depuis 18, 19, 20 ans. Je m'interroge à ce niveau, pourquoi est-ce que dans la stratégie décennale, au niveau de précision qui est public, on n'a pas osé afficher le coût que représentera le doublement de ces bénévoles ? Une deuxième idée un peu brutale dans son affirmation serait de dire qu'il faudrait qu'il y ait 0 euthanasie et seulement une assistance au suicide en tant que tel. Pourquoi introduire une possibilité large de gestes euthanasiques en aide aux suicidants et dissoudre ainsi dans le mot « aide à mourir » la différence pour nous vraiment radicale entre mettre fin à sa vie et tuer,
ou encore entre « je m'abrège mon existence » et « tu me fais mourir ». Et là, sous forme d'interrogation, ou plutôt d'abord d'une affirmation, nous serions pour que dans le projet de loi tel qu'il sera débattu et tout, on supprime carrément toute option d'euthanasie pour laisser la place seulement à la partie d'assistance au suicide. En question, je vous demanderai volontiers si vous êtes interrogé en tant que député sur le chiffre ou le nombre réel des cas de personnes qui sont 100% empêchées de déclencher le geste de leur propre mort et de faire ceci. Ça a été abordé par une des autres personnes. Est-ce que vous connaissez ce chiffre? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on est même sûr que cette catégorie existe véritablement? Voilà. Et je voudrais rapporter à ce sujet une réponse du rapporteur de CCNE, de l'avis 139 du CCNE, Régis Aubry, que je questionnais sur la raison pourquoi ils avaient décidé de rajouter dans leur partie sur le suicide assisté l'idée qu'il puisse y avoir une euthanasie pour les cas des personnes qui n'étaient totalement empêchées de pouvoir commettre le geste sur elles-mêmes. Et la réponse était à un niveau qui m'interpelle et que j'ai envie de vous interpeller en retour. La réponse de Régis Aubry était « si nous ne l'avions pas fait, on nous l'aurait reproché ». La nature de cette réponse et de cet argument m'interroge beaucoup parce que c'est au fond, est-ce que c'est une question éthique qui vient l'emporter sur une histoire de loi ou est-ce que ce n'est pas ça? Et je voudrais vous laisser avec cette interrogation parce que ça renvoie à la difficulté d'introduire une idée d'euthanasie dans le projet de loi tel qu'il existe. Pour nous, je voudrais attirer votre attention sur les risques de dérive avec la possibilité qui est une forme d'euthanasie, comme ça existe actuellement dans le projet. Je crois qu'on risque d'avoir une forte dérive qui peuvent être des dérives de type de pression sociale, de pression économique, de pression familiale sur la décision que la personne pourrait bien prendre. Si je vous le mime, je dirais « Maman, je pourrais t'aider à prendre le produit, tu sais, et d'ailleurs, je pourrais le faire pour toi, je le ferai pour toi. » Et cette protection, cette assistance, cet appui qui vient de la possibilité qu'un tiers intervienne, nous paraît faire un grave risque de dérive par rapport aux personnes qui sont souvent vulnérables à ce moment de leur vie, inconstantes dans leur désir de vivre ou d'arrêter, et parfois qui se sentent coupables d'être encore à charge de leur famille. Voilà, je pense que l'appel d'air que l'introduction de la possibilité d'euthanasie dans le projet actuel va créer un appel d'air d'une telle brutalité qui va faire tomber des gens qui étaient chancelants et ce n'est pas, je pense, le but de la loi. Voilà. Merci. J'ai mangé mon temps. J'ai encore 1 minute. D'accord. Oui, peut-être une dernière idée à vous proposer, qui est, faut-il opérer une bascule sociétale majeure comme celle qui est à l'œuvre dans le projet de loi pour solutionner le cas d'un assez faible nombre de personnes, peut-être 0,3% des décès annuels seraient dans les conditions qui correspondent aux critères. Je voudrais, de ce point de vue-là, vous demander votre avis sur comment avez-vous écouté le propos de Madame Vautrin lorsqu'elle a dit dans un journal il n'y a pas très longtemps que ce projet de loi est dans la continuité de la loi Claeys-Leonetti de 2016 et de celle d'avant. Pour nous, cette phrase interroge beaucoup parce qu'il nous semble, Fédération Jalmalve, que ce projet de loi opère une rupture sociétale en autorisant une réponse sociale au désir de mourir avant que la maladie ne nous tue. Et c'est là où cette loi est à la fois très forte, mais à ce niveau-là, quand j'entends aussi le gouvernement qui dit « nous ouvrons un chemin, une possibilité, mais non pas un droit nouveau », je m'interroge parce que quand on voit la route qui est tracée, c'est une véritable route, elle est goudronnée, elle est organisée, les choses sont réfléchies. Sur cette route, l'essence sera gratuite puisque nous savons que les choses seront remboursées par la sécurité sociale. Donc sur ce chemin, je pense qu'en fait, on créera de fait un droit d'usage ou un droit moral qui fera que des personnes bien au-delà des personnes qui sont dans les critères considéreront que cette loi est pour eux ou pour elles. Et que Madame Michu, parce qu'elle est une dame âgée, vieille, isolée et peut-être avec plus beaucoup de perspectives de vie, considérera que cette loi est faite pour elle, ce qui n'est pas le cas.
Et je voudrais vous terminer par une petite provocation en disant que viendriez-vous répondre, vous, députés, messieurs et mesdames, si vous preniez la permanence d'une association Jalmalve et que vous aviez depuis 3 semaines la question que nous avons vue arriver avec un grand nombre d'occasions de personnes âgées, simplement âgées, qui nous appellent et qui nous demandent « Dites-moi comment je peux avoir un suicide ?» Le fait qu'il y ait une telle réponse et une telle sollicitation à nous qui ne sommes pas les opérateurs en rien et la loi n'est pas votée, me dit à quel point effectivement l'appel d'air créé par ce projet de loi a un effet d'impact bien plus grand pour une population de centaines de milliers de personnes pour laquelle elle n'était pas fermée. Donc je vais terminer en disant nous serions assez contre ce projet de loi, non pas parce qu'elle couvre mal le trou dans la raquette dont il a été souvent question, mais parce que ce projet de loi découvre trop le reste de la société. Nous ne sommes pas pour parce qu'elle médicalise et technicise une solution en évitant une question sociétale bien plus importante qui est quelle vie voulons-nous pour toutes nos personnes âgées, quelle protection voulons-nous pour toutes nos personnes vulnérables, oubliées et malades. Ce n'est donc pas une question de droit des usagers, c'est une question de solidarité nationale. Merci. Monsieur de Beauval, pour l'association Être là. Voilà. Je voulais remercier la commission spéciale et vous, mesdames, messieurs les députés, de nous écouter. Je suis président de la fédération Être là et je pense qu'on a effectivement une très grande légitimité pour nous exprimer ici parce que notre fédération, je vais vous décrire en 2 mots, c'est à peu près 1300 bénévoles d'accompagnement en 47 associations sur l'ensemble de la France. Pardonnez mon ton de voix. Et c'est à peu près 150 000 heures de présence auprès des malades et 60 000 rencontres de malades. Donc, on a un poids très important et qui est légitimé par l'expérience qu'on a auprès de ces malades. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre expérience, moi-même, j'ai été accompagnant à l'hôpital Georges Pompidou. J'avoue avoir très peu rencontré de personnes en fin de vie qui exprimaient le désir de se voir euthanasier ou de voir une fin de vie provoquée. Et en tant que malade, je peux également vous confirmer ou vous témoigner d'une chose, c'est que quand on est en bonne santé, les curseurs les curseurs du bien-être sont à un endroit qui est tout à fait différent des personnes qui sont malades. Et quand on est malade ou en fin de vie, nos curseurs sont très rapprochés l'un de l'autre, mais on peut trouver, et l'expérience nous l'a montré dans les rencontres, on peut trouver des moments de bonheur, où la qualité de vie est beaucoup moins dramatique que celle qu'on s'imagine quand on est en bonne santé. Voilà. Donc, on a énormément travaillé sur le projet de loi qui nous intéresse au plus haut point. Et je vais laisser Mathieu Lantier, notre directeur, vous exposer les quelques constats et propositions qu'on a à faire. Et je voudrais quand même juste insister sur une chose, c'est que on parle beaucoup d'accompagnement en soins palliatifs et on fait quelquefois la confusion où on omet de faire la différence avec les bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs. Et je trouve que les bénévoles devraient être beaucoup mieux exploités parce que précisément ce sont des équipes nombreuses, formées, dédiées à l'accompagnement et qui sont à disposition des équipes trop peu nombreuses de soins auprès des malades. Voilà, Mathieu, je te laisse continuer. Merci. Merci beaucoup. Merci Jacques. Oui, pour poursuivre, donc Être là, on représente un mouvement d'accompagnants bénévoles. On est un mouvement récent, en fait. On a été créé il y a 3 ans par 47 associations qui ont souvent 40 ans d'existence. Et pourquoi on a été créé? Parce que nous, on trouvait qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Soyons honnêtes, ce projet de loi, c'est une formidable opportunité de mieux accompagner demain la fin de vie.
Mais ce qu'on faisait jusqu'alors était insuffisant. Et nous, on se rendait bien compte que le bénévolat, notamment, était arrivé à un effet de seuil depuis maintenant plus de 15 ans. Donc il fallait aussi retravailler et se demander comment nos associations et la société civile pouvaient mieux contribuer demain à la qualité de vie des personnes malades et en fin de vie. On a été très heureux de voir qu'il y avait ce débat qui s'ouvrait sur la fin de vie, de voir les travaux autour du projet de loi. Et donc on a effectivement un certain nombre de propositions, de visions qui tournent plutôt autour des soins palliatifs et de tout ce que peuvent apporter demain nos associations en fait. De manière assez précise, ce qu'on pense, c'est que le projet de loi, il pourrait donner une place plus large encore aux soins palliatifs et au bénévolat d'accompagnement. Il y a un consensus, hein, je pense, on l'a vu dans toutes les missions d'évaluation, etc. Voilà, le projet de loi là-dessus, il pourrait se muscler un petit peu. On a aussi une première vision, c'est qu'il y a une absence de traduction de l'enjeu des soins palliatifs à domicile. En tout cas, c'est assez peu marqué dans le projet de loi, alors que c'est un enjeu majeur demain et que nous, en tant qu'association, on doit déployer l'accompagnement à domicile demain beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Et puis enfin, et là-dessus je rejoins Olivier de Margerie et nos amis de Jalmalve, on avait aussi été plutôt rassurés par le fait que dans une première version, il y avait une mention de la stratégie décennale, de son évaluation par le Parlement dans le projet de loi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, on trouve qu'il y a de tels enjeux autour de l'effectivité et du droit d'accès aux soins palliatifs que ça pouvait être une mesure de nature à nous rassurer. Voilà, on est persuadé que nos associations, elles peuvent faire mieux demain pour notamment investir ce chaînon manquant que seraient les maisons d'accompagnement. Mais ça suppose de créer des équipes bénévoles. Et donc on rejoint aussi l'objectif de doublement du bénévolat. On pourrait même aller encore un peu plus loin et changer d'échelle. Et là-dessus, on a ce même point de vigilance. Comme on a des bénévoles qui sont tous formés, bien accompagnés, et que c'est, je dirais, la base du contrat de confiance avec les patients, leurs proches et avec les soignants, cette formation, ce cadre de confiance, il a un coût. Si on veut doubler le nombre de bénévoles, si on veut franchir un cap, il faut évidemment qu'il y ait une vigilance par rapport à toutes les politiques publiques qui permettront d'aller beaucoup plus loin. Et ensuite, on pense que dans le même esprit que les lois précédentes, sur la fin de vie et les soins palliatifs, il est important que le projet de loi donne toute leur place au bénévolat. Je pense notamment que dans les maisons d'accompagnement, il pourrait y avoir une indication sur l'importance de conventionner avec des associations de bénévoles formés à la fin de vie. Je pense que dans la création du plan personnalisé d'accompagnement ou dans le point sur le maintien du lien social, la question du bénévolat est aussi importante. Et nous, on a vu pendant la crise sanitaire combien l'absence de nos bénévoles dans les établissements, auprès des résidents ou des patients, était mal ressentie. Donc là, il y aurait quelque chose effectivement à faire qui serait évidemment essentiel pour que nos bénévoles dont l'action est reconnue puissent finalement aller beaucoup plus loin demain. Et qu'on soit sur une vraie ambition d'accompagnement avec cette dimension non médicale, non médicamenteuse, qui est aussi importante dans le projet de loi. Donc évidemment, tout ne passe pas par le projet de loi et la stratégie décennale et les politiques publiques sont des enjeux majeurs pour demain permettre en fait le déploiement de ces associations et qu'elles puissent mobiliser l'ensemble de la société civile. Nous, on se veut un mouvement, donc l'idée, c'est pas seulement qu'on ait des bénévoles qui interviennent auprès des patients, mais c'est qu'on joue aussi un rôle auprès de la société sur ces enjeux de fin de vie. On a reparlé des dimensions d'information, notamment du grand public. Je pense que sur les directives anticipées, etc., nos associations, elles ont aussi fait la preuve qu'elles avaient un maillage territorial et une capacité à aller au-devant de la population pour parler de ces sujets-là. Demain, là encore, on pourrait aller un cran plus loin en la matière, notamment si les maisons d'accompagnement représentent aussi des lieux un petit peu phares à l'échelle de nos territoires sur ces sujets. Voilà, je n'irai pas plus loin et je vais essayer de faire court, mais en conclusion, c'est vraiment cette idée.
Je pense que le bénévolat, cette loi n'est pas qu'une affaire médicale. Cette loi est aussi une affaire de société civile. Et je pense que nos associations, elles sont prêtes à aller beaucoup plus loin demain et à jouer un rôle majeur. Mais pour ça, encore faut-il effectivement qu'on leur en donne la possibilité et qu'on inclue une dimension autour de l'accompagnement. Voilà, et on sera très heureux de pouvoir vous transmettre un certain nombre de propositions dans ce cadre-là. Merci. Merci. Merci, mesdames, messieurs, pour ce propos liminaire. Je vais passer la parole au rapporteur général et au rapporteur. Et après, vous pourrez répondre à leurs questions. Merci. Merci à tous nos intervenants. Alors, je vais vous avouer, j'ai un petit problème. C'est la première fois depuis que nous menons nos auditions pour poser une question à France Asso Santé, parce que vous avez été tellement précis, vous avez fait une analyse aussi pointue du texte que je me retrouve sans avoir à vous poser de questions. J'en suis désolé, parce que je ne vais pas vous permettre de poursuivre votre propos. Après, je pense que mes collègues auront l'occasion de le faire. Merci. Merci. Madame Walter, alors vous avez fait référence effectivement à ma sensibilité et l'importance que j'accorde à la dimension laïque de notre République. Vous avez évoqué une forme d'aumônerie laïque. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça pourrait représenter dans la stratégie d'accompagnement, du meilleur accompagnement des malades? Et puis aussi, quelle dimension il vous semblerait pertinent d'intégrer les directives anticipées dans le processus de ce texte? Alors, monsieur de Margerie, j'ai un petit peu plus de questions pour vous. D'abord, je veux vous rassurer, vous avez dit que ce texte ne concerne pas a priori les personnes âgées. Vous pouvez enlever le a priori. Est-on sûr qu'il y ait des situations de malades qui ne seraient pas en situation de pouvoir faire le geste d'auto-administration? Et vous faites référence à Régis Aubry, et vous avez demandé est-ce que c'est une question d'éthique ou une histoire de loi? Alors, je ne sais pas ce que c'est une histoire de loi, mais à vous de préciser. Je pense que c'est une question d'éthique, et à mon sens, l'expérience de Régis Aubry comme personnalité éminente des soins palliatifs m'amène à penser que s'ils ont évoqué cette situation, ça n'est pas uniquement pour des considérations intellectuelles. Je voulais vous poser une question à l'association Être là et à Jalmalve. Est-ce que vous pensez que finalement la maladie grave et incurable prive par définition cette personne de sa capacité d'autonomie et d'autodétermination? Et est-ce que par définition, l'aide à mourir ne peut pas non seulement être entendue, vous allez me dire que oui, toute demande est entendable et légitime, mais est-ce que dans certaines circonstances définies par la loi, elle peut être accordée? C'est voilà la question que je voulais vous poser. Finalement, est-ce que la maladie grave et incurable fait d'un malade en fin de vie quelque part un sous-citoyen à qui l'on dénie une partie de sa capacité d'autodétermination? Monsieur Martin. Merci, Madame la Présidente. À Monsieur de Beauval, excusez-moi, je voulais commencer par Jalmalve. À Monsieur de Beauval, je voudrais lui poser, qui nous a posé beaucoup de questions. Or, c'est plutôt à nous de vous poser des questions et d'obtenir vos réponses. Alors, je vais me limiter. Est-ce que vous avez entendu, et je sais que vous l'avez fait, bien sûr, mais je vous repose la question, la parole de tous ces soignants lorsqu'ils sont
confrontés à la souffrance extrême, confrontés à la sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès, qui dure et qui dure et qui dure. Pour l'association Être là, oui, nous avons lu le même document, la stratégie décennale, la place de l'accompagnement et du bénévolat d'accompagnement, mais figure aussi dans cette stratégie le bénévolat de service. Alors, c'est un peu flou, c'est même pas complètement développé, mais je voudrais savoir quelle est votre conception de ce que pourrait être l'institution d'un bénévolat de service avec sa reconnaissance, avec ses formations, avec aussi sa valorisation. Pour France Asso Santé, moi j'ai quand même une question à France Asso Santé, parce que c'était votre premier point, Madame Pierre. Vous avez dit le terme de soins d'accompagnement figure au premier titre, mais pas ailleurs. Et je l'aurais vu plus ailleurs, étendu. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce point, parce que vous avez été un peu brève là-dessus. Et puis pour Madame Walter, que je remercie, comme je remercie tout le monde d'ailleurs, vous avez beaucoup insisté sur l'écoute, sur le recueil de la parole, sur la recherche de la vérité, sur les discussions accompagnées, termes intéressants et concepts intéressants. Donc il y a des professionnels de l'écoute, hein, ce sont les psychologues, ce sont les psychanalystes. Et vous avez aussi insisté sur le fait qu'il y avait une rétention d'informations de la part des soignants et des médecins. Lacan disait « Je dis toujours la vérité ». Pas toutes. Donc, pour moi, ça a un écho et c'est une signification. Et je crois que ça fait partie d'une dimension qu'on m'a apprise en tant que médecin, que la totalité de la vérité, d'abord, on ne la détenait pas, et qu'elle pouvait aussi dépasser une capacité d'entendre de certains patients. J'ouvre une ligne. Et je voulais vous demander, Madame, pour établir le dialogue, que pensez-vous de ce bénévolat de service et des propositions qui ont été faites sur le bénévolat en général, puisque vous en faites partie? Madame Maillard-Mignori. Oui. Merci Madame la Présidente. Donc merci pour vos interventions les uns et les autres, les unes et les autres. J'avais envie de poser une question à vous, Madame Pierre et Madame Walter, entre autres, pour les collectifs que vous représentez, notamment France Asso Santé et puis Madame Walter. J'étais très sensible à vos propos et j'ai trouvé que la formule « l'écoute est un soin » est une très belle formule, très humaine. Je crois que c'est vous qui avez dit dans votre intervention que écouter la parole des malades qu'on a tendance à délégitimer du fait de leur vulnérabilité. C'est tellement vrai que c'est ce qu'on essaye, en tout cas dans ce projet de loi, c'est de mettre le patient au cœur de la décision, de l'écouter. Et de l'écouter si bien que parfois on sent bien que dans les interventions que nous avons entendues successivement, ça semble être assez loin du cœur des préoccupations des pour ou des contre d'ailleurs, peu importe, c'est pas le sujet. Donc ma question s'adresse à vous, Madame Pierre. J'ai noté que vous étiez plutôt opposée au fait une personne volontaire soit aux côtés du patient qui souhaite être aidé à mourir. Et pour autant, c'est dans l'article 5 du projet de loi. Faire. Oui, mais dans le projet de loi, il est dit que les personnes qui ne sont pas en capacité de s'auto-administrer la substance létale peut le faire ou par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désigne. Donc il s'agit bien de la volonté des patients et volonté du malade. Donc je trouve dans votre approche une forme de contradiction et j'aimerais bien que vous nous expliquiez votre point de vue et quelles seraient vos inquiétudes, si ce n'est qu'en gardant la ligne très forte d'écouter le patient, on peut aussi reconnaître qu'un patient se trompe en désignant une personne volontaire, mais que c'est son choix et que ce choix, on pourrait être amené à le respecter. Merci. Madame Cristol. Merci Madame la Présidente. Tout comme Didier Martin, j'ai été très interpellée par vos propos, Madame Walter.
Parce que dans la même phrase, mais c'est important, vous avez dit ne délégitimons pas la parole de la personne concernée. Et en même temps, vous avez dit au niveau des directives anticipées et de la volonté exprimée par la personne, parfois tous ne veulent pas entendre. Donc j'aurais bien aimé, comme mon collègue Didier Martin, que vous puissiez expliciter de façon un peu plus profonde ce point qui est important. Vous êtes la première à le soulever, effectivement, parce que pour nous, il nous semblait important que toute la parole soit dite, parce que quand on dit que la personne doit avoir une volonté claire, éclairée, si vous voulez, exprimée, éclairée, il nous semble important qu'elle ait toutes les informations précises sur sa pathologie, son espérance et le soutien qui peut être apporté, puisque dans la première partie, est bien proposé une prise en charge en soins palliatifs et deuxièmement, l'éventualité d'une aide à mourir si elle doit y conditionner. Ma deuxième question s'adresse à Madame Boudon. Qui a parlé donc de la place donc des soignants. La place des soignants dans les établissements médico-sociaux et notamment de la place des médecins référents, puisque se pose la question de la place donc du médecin qui va être interpellé et pour lequel la personne malade va demander donc à pouvoir accéder à une aide à mourir. Ça peut être, comme vous l'avez vu, une discussion collégiale avec une personne spécialiste, une autre non spécialiste, une qui ne connaît pas. Donc, d'après vous, quelle est la place d'un médecin d'un établissement médico-social? Ma dernière question, qui n'est pas une question, pardonnez-moi, Monsieur Olivier de Margerie, c'est plutôt de bien rappeler, si vous voulez, l'objectif de cette loi, de ce projet de loi qui s'adresse aux personnes atteintes d'une maladie grave et incurable et souffrant de façon intolérable et insupportable. Donc, on ne parle pas d'âge, même si on exclut les mineurs. Donc, ce n'est pas un projet de loi qui doit être envisagé, réfléchi ou appréhendé sur le versant de l'âge. Et je pense que c'est un point important et je me permets de le redire parce que pour nous, on est très fidèle à ce qui est écrit dans ce projet de loi et ça concerne les personnes qui ont un pronostic à court et moyen terme d'une pathologie grave et incurable, quel que soit l'âge. Merci. Merci Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. Madame Walter, merci pour merci à tout le monde pour vos propos liminaires. Vous avez parlé de tabou de la mort dans la société, ce que je partage totalement. Comment changer cette vision sociétale de la mort? Je ne sais plus, comme nous ne savons plus trop comment on vit. Depuis lundi, nous avons auditionné les centres de soins palliatifs et de fin de vie. Et à cette question, on nous a proposé, en parlant peut-être d'une éducation dès le plus jeune âge, comme la semaine du goût, par exemple, à l'école, d'une journée d'éducation sur la mort. Que pensez-vous de cette proposition? Pour France Asso Santé, vous avez parlé de date de péremption par rapport à l'autorisation à 3 mois. Que penseriez-vous éventuellement d'une tacite reconduction dite exceptionnelle en cas d'incident durant les 3 mois, si et uniquement si les directives anticipées étaient remplies? Monsieur de Margerie, vous nous avez interrogé en tant que parlementaire en nous disant: que diriez-vous à une personne âgée qui nous dirait je veux mourir, je suis âgée, je veux mourir? En tant qu'aide-soignante qui a travaillé beaucoup avec des personnes âgées, qu'être vieux, c'est pas une maladie, et encore moins que le pronostic vital n'est pas engagé, et que votre association est connue dans l'accompagnement, et qu'une fois qu'on en discute, que souvent la première des choses, c'est qu'ils nous regardent en nous disant je vais mourir, et qu'on les regarde en disant moi aussi, mais on ne sait pas quand. Voilà la réponse qu'on va leur donner, et on le répète et on le répète. Parfois, le pronostic vital de nos personnes âgées est engagé, mais bien souvent, ils décèdent de manière naturelle et dans de très bonnes conditions. On parle beaucoup d'agisme, mais voilà, cette loi n'est pas une loi écrite
pour les personnes âgées, comme l'a très bien dit ma collègue. Vous avez dit que l'euthanasie dans une histoire de loi, pouvez-vous approfondir votre propos, un risque de dérive tierce personne, en prenant l'exemple, maman, je pourrais faire ce geste pour toi, c'est une dérive dans un moment difficile. Et cet exemple m'a frappée parce que ma maman m'a demandé, si jamais ça devait arriver, si je pourrais être cette tierce personne. J'ai accepté. Donc, elle va bien. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Non, je tiens à le dire. Mais et ben voilà. Enfin, quand c'est discuté largement en amont et que tout est décidé, je ne suis pas sûre que ça puisse être une dérive. Que pensez-vous quand la discussion a lieu des années et des années avant que cette décision puisse être prise? Pensez-vous que c'est une dérive? Merci. Alors, Monsieur de Margerie, pour les questions qui vous étaient destinées, pour répondre. Si j'ai bien compris, vous me suggérez de répondre aux questions. D'accord. Alors, ça va être, je vais essayer de faire quelques réponses, peut-être pas toutes, parce que je les ai notées, mais voilà. Dans la ligne de la question à propos de l'explication donnée par Régis Aubry, au sens, est-ce que la question est une question éthique ou de loi? Je pense que c'est effectivement bel et bien une question éthique, mais ce qui pour nous est inquiétant dans cette réponse et qui était déjà vrai quand l'article 139 l'avis 139 a été prononcé, c'est que vous en connaissez les termes, etc. Ils sont très mesurés et tout. Bon, et dans les jours qui ont suivi, la compréhension que les citoyens en ont gardée, la compréhension que les journaux en ont dit, c'est le CCNE autorise l'euthanasie. Et ce n'était pourtant pas ça le centre de ce qui était dit. Mais dans la compréhension sociale, c'est ça qui est passé. Et je serais très inquiet pour ce sujet si on ne faisait pas, une fois un projet de loi comme celui qui est en cours de débat était fait, si on ne prévoyait pas de faire, alors je vais prendre l'exemple de la Convention citoyenne, une centaine de conventions citoyennes, une par département, pour dire qu'est-ce que cette loi nouvelle change, comment ça peut se faire, comment il faut la comprendre, quel peut être le rôle des citoyens pour se rentrer dedans. Je pense qu'il y a un travail d'éducation, quelqu'un a dit tout à l'heure le mot éducation, je dirais effectivement de développement culturel des Français par rapport à cette question, pour qu'ils rentrent dans ce jeu et que cet investissement-là, je ne vois pas beaucoup de traces dans le projet de loi actuel ou dans la stratégie décennale pour mettre la population à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y a un énorme travail, il est culturel et il est profond. Par rapport à la question que vous me posiez, je crois, est-ce qu'effectivement des personnes qui ont des maladies graves seraient finalement privées de leur clairvoyance et de leur capacité de décision autonome? Je dirais non, je ne pense pas. En revanche, ce qu'on trouve beaucoup plus souvent, ça va peut-être, et là je vais de nouveau m'appuyer sur les personnes que nous accompagnons, peut-être personnes âgées qui ne sont pas à la veille de leur mort, mais qui sont dans des situations souvent d'isolement et de perte de repères. Je pense à toutes les personnes non communicantes avec lesquelles les bénévoles passent du temps et arrivent à être avec elles et permettant à ces personnes, malgré leur situation de ce point de vue-là dégradée, de continuer à exister. Eh bien, avec les personnes non communicantes, je nous souhaite bonne chance pour arriver à savoir et à juger, de dire est-ce qu'une personne comme ça, avec laquelle vraiment la communication verbale notamment est très très dégradée, où est-ce qu'il en est de sa capacité d'autodétermination par rapport à ça. Là, je serais très inquiet parce que c'est très difficile et que les bénévoles sur le terrain qui sont formés à la capacité de rentrer en échange avec des non-communicants, c'est très exigeant et c'est vraiment très particulier. Donc je serais de ce point de vue-là très prudent. À la question sur le fait de savoir si nous sommes confrontés à la souffrance des soignants, je ne suis pas sûr de l'avoir très bien compris, ou par rapport aux enjeux qui sont derrière. Je peux simplement dire que dans leur présence, et là ça va être dans les établissements hospitaliers, les bénévoles sont, après avoir été présents auprès des patients, des personnes malades, après avoir été aussi présents auprès de leurs proches qu'ils rencontrent dans les couloirs, etc., il se trouve qu'ils sont aussi effectivement présents auprès des soignants qui peuvent leur faire part des troubles, de leurs souffrances, que sont l'ensemble des situations qui sont à gérer. C'était déjà une dimension très sensible. Pendant la période Covid, ça a été supprimé et ils en ont beaucoup souffert. Je ne peux pas aller plus loin pour vous dire est-ce que ceci, par rapport à des mises en œuvre de la loi Claes-Leonetti, donnerait quelque
quelque chose de différent dans le projet de loi actuel, je ne peux pas le dire puisque c'est une question qu'on n'a pas encore pu entendre. En revanche, ça me permet de développer quelque chose qui est de dire, pour atteindre les buts que le projet de loi actuellement se propose d'atteindre, il y aurait peut-être eu une autre approche législative qui aurait pu être de dire, essayons de voir comment on peut mettre dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti de 2016 une forme d'exception qui permette de traiter les cas des situations des personnes de façon plus précoce, peut-être quelques mois avant, 6 mois, 12 mois, toutes ces questions-là à voir, pour effectivement trouver une solution pour ces personnes-là, leur permettre effectivement de mettre fin à leur existence avant que la maladie ne les tue de façon inexorable. Ça aurait pu prendre la forme d'une sorte d'exception au sein de Claeys-Leonetti, avec peut-être une décision qui ne soit pas d'abord une décision par le fléchage et l'évaluation médicale, mais peut-être plutôt par une décision qui relèverait d'un juge, c'est-à-dire d'un représentant de la société tout entière, et non pas d'abord de l'expertise médicale, après bien sûr des évaluations médicales qui disent que voilà. Cette approche-là, qui n'est pas une approche qui a été creusée, développée, serait pour nous, c'est peut-être une réponse à la question quand même, une approche qui permettrait peut-être de résoudre le cas des trous dans la raquette dont il a été question, et des personnes qui rentrent dans les critères sans mettre en place une disposition qui, comme vous l'avez dit, c'était un point fort de ce à quoi nous sommes convaincus, crée une pente vers l'ensemble de la société, pente qui se prendra en une fois ou en deux, je ne sais pas. Je voudrais terminer là-dessus en disant que dans les critères qui aujourd'hui encadrent très rigoureusement le projet, il y a 2 critères qui me paraissent être d'une logique qui demande à être réfléchis et mis sur la table avant de les voter, si je peux dire. Le critère de dire on écarte les mineurs, puisque les mineurs ne sont pas dedans. Ce critère, je ne sais pas très bien quelle est sa justification de fond. Il y a longtemps qu'il est là. La Convention citoyenne avait dit non, il faudrait que les mineurs aussi. Bon. L'avis du Conseil d'État est assez intéressant sur ce point parce qu'il rapproche l'importance d'écarter les mineurs du fait que la société française a une logique de prévention du suicide et qui est particulièrement pertinente pour les jeunes, aussi pour les adultes, et voilà. Et que la question du suicide dans notre population, les jeunes, les adultes, est une question socialement extrêmement grave. Je pense qu'il y a là une sorte de contradiction entre afficher quelque part un projet de loi qui joue sur une logique fondamentale de assistance au suicide sera dépénalisée et du coup c'est une bonne voie pour trouver ça, et en même temps de dire on écarte les mineurs. Je pense que c'est un sujet, il est un peu paradoxal, mais je pense que c'est un sujet qui est délicat et mériterait d'être réfléchi pendant qu'on construit la loi et pas après coup, où on dira « et les mineurs, il faudrait les réintroduire ». Le deuxième critère, c'est celui d'être... Alors la formule est très précise, je ne voudrais pas l'abîmer, c'est la formule d'être apte, voilà... Voilà, j'avais ça ici, je crois que je l'avais apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. C'est très clair, on comprend très bien du premier coup. Je trouve qu'il y a des situations qui posent vraiment problème, qui sont les personnes dont, effectivement, cette libre clarté et autocapacité à s'autodéterminer chancelle dans le temps, peut se dégrader dans le temps et au moment de la fin de vie, les choses peuvent évoluer fortement. Et je pense à toutes les personnes qui sont dans des situations, alors on va dire intermédiaires, ça peut être des personnes qui ont des déficiences intellectuelles et qui, étant confrontées à une situation de fin de vie, peuvent être encore un peu plus perturbées. De quelle logique les écartons-nous, je dirais, de ce projet de loi? Ce ne sont pas des questions simples, mais je pense que c'est des questions, voilà, et pour être provoquant, carrément provoquant par rapport à ça, je me demande qui on protège quand on met ces 2 critères. Est-ce qu'on protège les personnes ou est-ce qu'on protège les députés qui vont voter une loi qui est une loi difficile à voter et que l'on arrondit sur les angles pour qu'elle soit plus facile à voter? Mon propos n'est sûrement pas polémique dans le fond, mais il traduit une véritable inquiétude que quelque part vous soyez engagé dans un processus de voter une loi qui n'est pas tout à fait celle de ses intentions. Merci. Cette phrase est extrêmement percutante et je vous prie de la prendre avec le calme avec lequel j'ai souhaité le dire. On doit arrêter à 13h, on va dépasser un petit peu parce qu'il y a des questions des députés, mais si pour les questions des rapporteurs, vous pouvez faire des réponses concises. Monsieur Lantier, Monsieur de Beauval pour être là. Voilà. Vous nous avez posé la question sur le bénévolat de service tel qu'il était inscrit dans la stratégie décennale. Alors pour nous, bien entendu,
D'abord, je pense qu'il faudrait mieux définir le périmètre de ce qu'on appelle le service. Et par ailleurs, nous sommes une fédération de bénévolat d'accompagnement. Et pour nous, le bénévolat de service est acceptable, bien sûr en définissant le périmètre, à condition, enfin si cela peut permettre un accompagnement optimal. C'est-à-dire si le patient trouve, grâce à ce service et à l'écoute de l'accompagnement, l'allègement de ses souffrances. Voilà. Je pense que, Mathieu, tu veux dire quelque chose d'autre? Je pense que c'est... Voilà, le bénévolat de service tel qu'il est décrit n'est pas assez suffisamment décrit pour qu'on puisse prendre une position très, très définie. Merci. Mais on est prêt, naturellement. On serait même très heureux de pouvoir participer aux travaux et aux tests éventuels de ce type de choses. Madame Walter. Oui, merci. Alors, pour commencer par la question d'Olivier Falorni sur l'aumônerie laïque, comment l'imaginer? Déjà, peut-être qu'on pourrait aller voir ce qui se passe, comment ça se passe au CHU de Bordeaux, puisqu'il y a au CHU de Bordeaux une aumônière laïque qui s'est formée au Canada, puisque c'est une pratique qui existe au Canada, des soins spirituels laïques. Et donc, elle exerce en tant que salariée du CHU de Bordeaux. Alors, la loi et les règlements en la matière font qu'elle est obligée d'être adossée à un organisme cultuel. Donc, en l'occurrence, c'est la Fédération protestante de France, mais qui lui reconnaît cette appellation d'aumônière laïque. Comment est-ce que ça pourrait s'imaginer? Moi, ce que je pense par rapport à cette idée, en fait, de repartir toujours des besoins des personnes malades, ce qu'elles expriment, c'est qu'elles se posent des questions autour du sens, elles se posent des questions aussi autour du deuil, elles se posent des questions aussi autour de la ritualisation, à la fois des funérailles, mais aussi de leur fin de vie, des au revoir, etc. Donc toutes ces questions-là, pour moi, en fait, elles rentrent dans le champ à la fois de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, bref, des sciences humaines et sociales. Et donc, peut-être que ce serait une piste d'imaginer que des personnes qui sont issues de formations en philosophie, en sociologie, etc., puissent avoir un complément de formation dans cette filière universitaire. Formation évidemment à l'accompagnement de la fin de vie, à l'écoute, et puis aussi aux questions de deuil. Je pense que vraiment c'est important pour aborder cette question-là. Voilà, maintenant c'est vraiment des idées qui sont encore embryonnaires et qui méritent d'être partagées et discutées plus en commun. Sur la question des directives anticipées, alors effectivement c'est un point qui m'a beaucoup questionnée, parce qu'à la fois je peux comprendre la logique qui consiste à dire on met la volonté de la personne au cœur du dispositif, et donc il faut que la volonté soit exprimée au moment de la demande. Et en même temps, si on suit cette logique, finalement, à quoi servent les directives anticipées de manière générale? Et je pense que c'est un point qui a été évoqué notamment par une juriste devant la commission. Donc c'est vrai que c'est un petit peu tout le principe finalement d'anticiper ces directives qui tombent. On se pose aussi forcément la question par rapport à la sédation profonde et continue, qui font partie des directives anticipées. On sait bien que la sédation profonde et continue a finalement le même résultat, même si ce n'est pas la même finalité théorique, mais c'est quand même le même résultat au final, c'est la mort de la personne. Donc on peut se poser la question finalement de pourquoi est-ce qu'il y aurait la sédation profonde et continue dans les directives anticipées et pas l'aide à mourir. Maintenant, ce qui me questionne aussi par rapport à ça, c'est finalement, excusez-moi, oui, est-ce que la personne qui fait des directives anticipées, est-ce qu'il s'agit de juger, est-ce qu'elle doit être consciente ou pas? C'est-à-dire, c'est la question de... moi, il me semble, à la lecture du formulaire des directives anticipées, que finalement, c'est plus prévu
pour le cas de personnes qui seraient totalement inconscientes, c'est-à-dire dans un état végétatif ou de coma, etc. Donc là, effectivement, on comprend bien la logique. Maintenant, est-ce que les directives anticipées ont aussi vocation à anticiper la situation dans laquelle la personne serait dans une altération de son discernement ou pas? Pour moi, la question, elle est là. Donc, et ça, effectivement, on voit mal comment l'application concrète de la chose, c'est-à-dire qui va dire cette personne-là qui est encore en capacité de communiquer mais qui n'a plus son discernement avait exprimé ses directives anticipées. C'est ça qui me paraît un petit peu complexe dans cette question. Mais en tout cas, pour donner quand même une position générale sur la question, je pense qu'il est nécessaire de se dire qu'une directive, une volonté, qu'elle soit anticipée ou pas, reste une volonté, même si on sait bien qu'il peut y avoir des fluctuations des volontés, mais si la personne n'est plus consciente, c'était sa volonté. Pour moi, il n'y a pas de débat à avoir. Sur maintenant la question, oui, alors je voulais juste rajouter concernant les critères d'accès, les critères d'accès à l'aide à mourir, je rejoins complètement la position de France Asso Santé et ce qu'a pu dire Stéphanie Pierre. Sur le critère du moyen terme, je ne vais pas être longue parce que je pense que tout a déjà été dit devant cette commission. Simplement, j'ai relevé dans l'étude d'impact qu'une des justifications pour proposer qu'il y ait ce moyen terme, c'est qu'il y aurait un risque de clémence, donc j'y ai compris un risque de laxisme, à évaluer le pronostic vital engagé. Alors, une idée, est-ce que pour faciliter ce critère qui serait le critère en fait d'une maladie incurable évolutive dont on sait que la personne va mourir de cette maladie-là, quel que soit le terme de la mort, est-ce que il pourrait éventuellement être proposé un certificat d'incurabilité qui pourrait intervenir soit dès le diagnostic d'une pathologie incurable, c'est-à-dire par exemple de type maladie de Charcot, soit quand une pathologie devient de manière certaine absolument incurable, par exemple des cancers métastatiques à un stade avancé. Et donc ce certificat d'incurabilité, il pourrait potentiellement être posé en dehors de toute demande d'aide à mourir dans le dossier médical partagé du patient. Et donc, ça faciliterait peut-être l'établissement de ce critère dans l'éventualité d'une demande d'aide à mourir. Alors, concernant maintenant la question de l'écoute, de la capacité d'entendre des patients, qui est posée par M. Martin, oui, c'est une vraie question, c'est vrai, bien sûr. On doit toujours se poser la question de qu'est-ce que la personne est capable d'entendre ou non. Mais moi, à mon avis, c'est que c'est surtout à la personne de dire qu'est-ce qu'elle veut entendre ou pas. Et donc là, je rejoins aussi, donc je réponds aux deux questions en même temps. Je pense que c'est tout à fait juste que la loi prévoit que la personne puisse dire « moi, je ne souhaite pas être informée ». C'est un choix personnel. Il est tout aussi respectable que celui de vouloir être informé. Et pour moi, il n'entre pas en contradiction avec l'idée de légitimer la parole. Au contraire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, et moi j'ai eu d'ailleurs le cas d'un patient qui m'avait dit « mais moi, on m'a dit que j'en ai plus que pour 2 semaines et je n'avais pas envie de l'entendre ». Voilà, donc c'est pour garantir en fait ce droit à ne pas entendre pour les personnes qui souhaitent ne pas entendre. Mais la majorité des cas, c'est que les personnes, elles ont envie de savoir, parce qu'il faut bien se dire que les personnes, elles ressentent dans leur corps la maladie. Elles sentent qu'il se passe quelque chose, et en fait, elles intuitionnent les choses souvent. Et le fait de ne pas avoir une parole médicale en face qui confirme, c'est source d'angoisse. C'est vraiment source d'angoisse. Et donc, elles essayent de poser des questions. Souvent, elles posent des questions aux aides-soignants parce qu'elles sont plus proches des aides-soignants, ou voilà. Et elles essayent de savoir. Et ça, je pense qu'il faut écouter les personnes qui disent finalement, c'était un soulagement quand on m'a dit que voilà, j'étais incurable. Et voilà. Et ça permet aussi ensuite de se projeter dans le temps de la fin de la vie, qui est un temps, je rejoins ce qui a été dit, qui est un temps qui est extrêmement riche, où il peut y avoir de la beauté, où il peut y avoir des choses qui se vivent qui sont importantes, où je pense aussi, j'ai évoqué cette question de la ritualisation, qu'il faut remettre du rituel dans ce temps de la fin de l'existence.
Donc voilà, mais si on prive la personne d'informations qui sont capitales par rapport à elle-même, parce qu'il y a cette idée que finalement, si des historiens de la mort étaient avec nous, certainement, ils nous expliqueraient qu'il y a eu une tendance qui est arrivée de considérer que la mort serait plus douce, mieux vécue, si elle était vécue dans l'inconscience. Je pense qu'aujourd'hui, on en revient de cela parce qu'on se rend compte que ça fait plus souffrir les personnes qu'autre chose et que les personnes, elles ont besoin d'être en capacité de comprendre ce qui leur arrive. Elles ont envie d'avoir la maîtrise de comprendre. Et c'est vrai que ça rejoint aussi la question que j'évoquais sur les problématiques de communication avec les médecins. Moi, il est arrivé que des personnes me disent « Bon, je me sens très très bien pris en charge, mais par contre, j'ai rien compris ». Et donc, c'est très compliqué, effectivement, d'arriver à vulgariser correctement des choses qui sont très techniques, etc., pour que ce soit compréhensible pour le patient. Mais je pense que ça doit faire partie de l'effort relationnel entre le soignant et soigné. Et je pense que ça, c'est vraiment capital. Merci, Madame Walter. Je pense qu'il y a des questions des députés juste après. Donc, François Saulx, vous répondez assez brièvement aux questions des rapporteurs. Et puis après, on a une série de 6 questions. Oui, on essaiera d'arrêter à 13h20 au plus tard. Je vais faire rapidement, j'aurai 3 points donc rapides. Je voudrais juste apporter un commentaire sur cette question autour de la vulnérabilité. Jalmal fait d'ailleurs partie du réseau de France Asso Santé. D'autres associations comme les Petits Frères des Pauvres nous ont aussi fait remonter ces inquiétudes et c'est important de les entendre. Et donc on pense qu'il serait pertinent de travailler avec les associations concernées, les points de vigilance à avoir en fonction des spécificités des personnes accompagnées, que ça peut être l'isolement, la précarité, la dépendance, et ça pourrait d'ailleurs alimenter peut-être des recommandations de bonnes pratiques. Mais cependant, nous pensons aussi en miroir qu'il faut éviter des dérives protectivistes qui, sous couvert de risques de pente glissante et en utilisant l'argument de la vulnérabilité, restreindrait in fine l'accès aux droits à certaines catégories de patients. Et nos associations concernées, je cite par exemple le plaidoyer du collectif handicap qui regroupe la plupart de nos associations du champ du handicap, insistent sur le fait que les personnes en situation de handicap qui n'ont pas d'altération cognitive doivent être considérées par le législateur au titre du droit commun et ne veulent pas qu'on leur mette des bâtons dans les roues dans l'accès aux droits. Et c'est déjà un combat au quotidien toute leur vie pour accéder aux droits. Sur la question de la date de péremption à 3 mois, je sais que vous allez auditionner l'ARSLA ou entendre l'ARSLA prochainement, donc l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, ils pourront étayer ce propos. Mais voilà, nous en avons beaucoup parlé, notamment avec les associations de pathologie neurologique. On sait, et c'est documenté, et on a beaucoup de témoignages, que le fait de savoir assez tôt dans la maladie ou au moment où la maladie commence à évoluer et à accélérer, qu'on pourra avoir le moment venu accès à une aide à mourir. Souvent, ça rassure la personne malade. Ça l'aide parfois même à aller plus loin que les limites qu'elle pensait avoir atteintes. Et en fait, paradoxalement, le fait de se dire peut-être que dans 3 mois, je serai plus apte à y bénéficier, ça peut les pousser à malheureusement demander une aide à mourir à un moment où, de façon anticipée, à un moment où elle ne serait pas prête. Voilà, donc il y avait aussi dans cette loi pour ces associations-là un aspect rassurant de savoir qu'il y avait cette ultime possibilité si vraiment à un moment ça devenait trop insupportable. Et le fait de mettre cette limite des 3 mois, ça inquiète. Alors la proposition qui était faite par Madame d'une tacite reconduction exceptionnelle avec des directives anticipées, oui, ce sont des choses intéressantes et je pense à discuter vraiment plus spécifiquement avec les associations concernées, l'ARSLA, France Parkinson, etc. On pourra vous mettre en lien, mais pour en avoir déjà un petit peu parlé avec elle, oui, des directives anticipées extrêmement spécifiques et précises pour ces situations-là, peut-être couplées à un plan personnalisé d'accompagnement, à des discussions qu'il y aurait dans ce plan personnalisé, ça pourrait être effectivement une réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces 3 mois
couplés au moyen terme, seront des freins, s'ils restent dans le projet de loi, à l'accès à l'aide à mourir pour les personnes malades qui en sont les demandeuses les plus emblématiques. Et je sais que hier, vous avez entendu une neurologue qui vous a exposé tous les chiffres, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, on sait que c'est les demandeurs les plus emblématiques. Et en plus, ce sont eux qui ont le plus de difficultés aujourd'hui à trouver une réponse adéquate dans notre cadre législatif. Et enfin, sur la question du proche qui pourrait faire l'acte, déjà en préambule, on avait trouvé la formule le tiers volontaire désigné un petit peu, prêtant à sourire. Qu'est-ce que c'est être volontaire quand on est désigné par le proche qu'on accompagne dans sa maladie, dans des souffrances, et dont on voit que là, vraiment, il a atteint le bout du bout de ce qu'il pouvait atteindre. Est-ce que le proche ne risque pas de se retrouver dans une situation où il ne peut pas dire non? Ensuite, cette possibilité finalement restreint l'engagement des soignants, et ça, il y a peut-être aussi une inquiétude de ce côté-là. Avoir un texte qui ne renvoie pas à cette possibilité que les soignants ne s'engagent pas aussi jusqu'au bout aux côtés de la personne malade et puissent, entre guillemets, pour le dire un petit peu de façon un petit peu brutale, se délester sur le proche aidant. De plus, la plupart de nos associations nous disent que jamais, au grand jamais, dans toutes les fins de vie qu'elles ont pu assister, accompagner, etc., elles n'ont entendu parler d'un proche qui avait envie d'être actif au moment de la fin de vie. C'est même souvent bien le contraire qui se passe. Le proche a du mal à laisser partir la personne qu'il aime. Enfin, il y a quand même, et j'insisterai parce que c'est un élément qui est important pour nous, une question de qualité et de sécurité de l'acte. Que va-t-il se passer s'il survient un événement indésirable? Alors certes, le soignant est peut-être à côté et prendra le relais, mais tout de même, toute sa vie, le proche se demandera si ces derniers instants, c'est les tout derniers instants avant le décès de la personne, si ces tout derniers instants, c'est pas lui il n'aurait pas pu faire mieux, s'il a fait boire trop vite, il n'a pas bien tenu la tête. Madame Pierre, Voilà. je suis désolée, mais j'ai 6 questions. Chers collègues, 1 minute max. Je dis ça pour Madame Simonet. Et Madame Rilhac. Monsieur Pont. Merci Madame la Présidente. 3 points, mais de façon générale. D'abord, si vous prenez bien ce projet de loi comme un accompagnement aux soins palliatifs et non pas une alternative. La deuxième chose, c'est qu'on parle bien de fin de vie et non pas de fin de la vie. C'est-à-dire que ça aurait une connotation pour les personnes âgées, comme l'a signalé tout à l'heure notre rapporteur général. Et enfin, le texte précise bien que c'est une aide à mourir. On ne parle pas d'euthanasie, pourtant c'est le terme qui serait adéquat. Mais j'ai l'impression que certains utilisent ce terme euthanasie pour faire peur, et en particulier pourrait servir à vider les EHPAD. Je vous remercie. Madame Rilhac. Merci Madame la Présidente. Sans provocation, Monsieur de Margerie, par rapport à la minorité, puisque vous avez abordé le sujet, dans ces cas-là, pouvons-nous envisager une obligation d'euthanasie, et non pas un recours au suicide assisté, mais de l'ouverture en effet aux personnes mineures, puisque lorsque l'on connaît les enfants et les adolescents qui vivent des maladies incurables, l'excuse de perte de maturité me semble en effet ne pas aller dans le sens de la conclusion du Conseil national d'éthique. Donc, et dans ces cas-là, il y a 2 bornes que je vous soumets. La borne de 16 ans, qui est la possibilité d'une émancipation du mineur, et la deuxième borne, qui est celle de 13 ans, qui est aujourd'hui la reconnaissance de la capacité du discernement. Qu'en pensez-vous? Une brève question à Madame Walter. Je suis très intéressée sur votre certificat d'incurabilité. Cela s'appliquerait-il aussi aux maladies neurodégénératives de type Parkinson, Alzheimer? Je vous remercie. Monsieur Frappé. Excusez-moi, Madame la Présidente, je rêvais. Je vous remercie. Je vais être rapide. J'aimerais poser 2 questions. D'abord aux associations France Asso et Être là.
La fin de vie est difficile pour chacun, professionnel ou non. Il faut être solide et bien formé pour accompagner la fin de vie. Cette formation est un élément essentiel pour les bénévoles d'accompagnement. Comment aborder justement avec les bénévoles d'accompagnement de la fin de vie si l'on glisse du soin palliatif vers l'aide active à mourir? Ensuite, ma question se posera vers Madame Walter et Monsieur de Margerie, sans être exclusif. Comment vivez-vous l'euthanasie dans laquelle le dialogue va s'interrompre sur demande et l'accompagnement des soins palliatifs dans lequel le dialogue et la présence sont essentiels aux soins? Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas en partie un échec de ce dialogue? Merci. Monsieur Pilato. Merci Madame la Présidente. Trois choses et une question. L'euthanasie, j'ai regardé la définition, il n'y a pas de demande. Donc il va falloir revoir un peu nos définitions. Deuxièmement, par rapport à Madame Michu qui meurt toute seule, c'est un problème de société et c'est pas le sujet du texte. Troisièmement, par rapport effectivement aux directives anticipées. Après avoir beaucoup réfléchi, je pense que les directives anticipées ne concernent que l'accident, la personne inconsciente et qui a prévu de faire ce genre de choses. Elles ne s'appliquent pas, pour moi, à une personne à qui on annonce une maladie incurable et qui doit effectivement cheminer avec. Elles peuvent se faire à ce moment-là ou modifier les existantes. Et enfin, une question toute simple par rapport à la personne volontaire qui appuierait sur le bouton. Je pense qu'effectivement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait exclure justement les parents, les proches, pour les protéger psychologiquement? Merci. Madame Simonet. Oui, alors une première question pour Monsieur de Margerie. Vous estimez que finalement le projet de loi que nous étudions ici et qui permet d'instaurer une aide active à mourir pourrait finalement provoquer un appel d'air? Nous avons entendu les représentants du culte hier qui nous parlaient d'incitation. Est-ce que vous pensez que l'instauration d'un droit à l'avortement, l'IVG, a créé un appel d'air, une incitation? Dans les faits, je pense pour ma part qu'il y aura sans doute peu de personnes qui useront de cette loi dans les faits, mais quel soulagement en fait pour toutes celles et ceux qui pourront se dire qu'enfin la société reconnaît leur ultime liberté de décider de sa propre mort et que sa propre mort lui appartient le moment venu. Une autre question à Madame Stéphanie Pierre et à Madame Bourdon-Buzyn. D'abord, merci, vous m'avez vraiment mis en doute sur cette question du proche et de son action, parce que je pensais que c'était positif de pouvoir proposer cet acte d'amour que d'accompagner jusqu'au bout. Or, ça peut être finalement très problématique et absolument pas aidant pour les aidants. Donc je pense que la réflexion va cheminer là-dessus. Donc j'imagine que vous voulez à la fois exclure. Et dernière question, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre valables et reconductibles les directives anticipées pour qu'elles soient valables quand la personne perd son discernement? Madame Bergantz. Merci Madame la Présidente. D'abord, ma première question à France Asso Santé concernant la collégialité. Je partage votre point sur le fait que la collégialité devrait être un lieu d'échange pluriprofessionnel, mais une exigence trop forte sur ce point. Je recommence ou non, c'est bon. Une exigence trop forte sur ce point ne viendrait-elle pas diminuer l'efficience de la procédure de décision suite à une demande? Quelle serait une collégialité minimale acceptable dans le cadre notamment où la demande serait recueillie par le médecin généraliste? Deuxième question, peut-être plus à Jamalv et à être là. J'aimerais juste rappeler rapidement donc, le cas de l'engagement des bénévoles. Ils interviennent avec l'accord de la personne, dans la discrétion, le respect de l'altérité et le non-jugement. Si cette loi est adoptée, si dans le cadre d'un accompagnement qui a débuté, la personne fait la demande d'aide à mourir et que celle-ci soit acceptée, comment se positionneront les bénévoles ou certains bénévoles hostiles à l'aide à mourir? Continueront-ils leur accompagnement? Merci. Alors, je vous propose que, à la fois pour répondre et en termes de conclusion, chaque association représentée ait 4 minutes. Et vous pourrez bien sûr contribuer par écrit après si vous le souhaitez. On transmettra à nos collègues députés. Monsieur de Margerie, 4 minutes.
Je vais essayer de répondre aux questions, pas dans l'ordre où elles sont arrivées, mais peut-être sur la dernière, sur le positionnement des bénévoles qui seraient hostiles. Je pense, c'est un sujet sur lequel nos associations vont travailler, effectivement. Je pense que la réponse la plus simple et la plus vraie est que il n'y aura pas de difficulté de positionnement. Il peut y avoir quelque chose qui fait que certains arrêteraient éventuellement d'être des bénévoles. Mais pour tous les bénévoles qui sont en activité, cette idée de ne pas mettre leurs propres convictions sur la table, mais les avoir en arrière et d'avoir atteint une sorte de neutralité par rapport à ça, s'appliquera pour ça. Et je pense que ça ne fera pas en soi de difficulté de positionnement, etc. Ça peut par contre faire effectivement peut-être partir certains bénévoles qui disent « je n'ai pas envie de vivre ça », etc. Sur la question de l'échec du dialogue, etc., je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris la question, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le dialogue sur ces moments où la fin de vie, il dépend fortement du niveau, j'allais dire, d'acculturation du citoyen qui est malade et qui est concerné par rapport à toutes ces questions, et que je constate que sur le terrain, quand on voit, nous, ces personnes, on voit nos concitoyens quand ils sont plutôt en bonne santé, c'est extrêmement long que les gens se mettent à rentrer dans la logique des directives accompagnées. Voilà, on a besoin de leur proposer des jeux qui aident à la réflexion, on a besoin de faire des animations de terrain pour réfléchir à ces questions, et j'allais dire le français moyen part d'assez loin par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a un effort d'éducation énorme des citoyens pour pouvoir se mettre dans un dialogue avec les équipes soignantes, les médecins, etc., à un niveau qui permet d'avoir effectivement, je dirais, les bonnes décisions à prendre, et qu'ils puissent exprimer une volonté claire, par exemple, d'arrêter des soins qui existent d'ailleurs déjà depuis longtemps. Sur la question de l'appel d'air, je crois que sur la même sensibilité que ce que vous dites, j'anticipe une très grave frustration de beaucoup de Françaises et de Françaises, souvent voyant une fin de vie se profiler devant eux, devant le fait de dire qu'ils n'auront pas droit, ils n'auront pas accès à la loi telle qu'elle se propose, avec ces critères qui sont restrictifs, alors que ceux qui le vivent, et ça je l'ai beaucoup entendu dans des débats à Paris, dans différentes mairies, arrondissements de Paris, parce qu'il y a une sorte de question récurrente avec lesquelles cette catégorie de la population vient, qui est: je vous la fais très courte, quand je vois comment mon père ou ma mère ont terminé ces trucs, etc., c'était tellement horrible, je ne veux plus que cette situation puisse exister pour moi et que je l'impose à mes enfants, et donc je souhaite qu'il y ait une loi pour interrompre sa vie plus tôt. Voilà, je pense qu'on risque d'avoir un mouvement de frustration assez massif, et j'ai bien compris que la loi ne s'adresse pas aux personnes âgées et aux personnes de grand âge ou qui sont déjà fragilisées, mais qu'on le veuille ou non, je crois qu'elle les touchera. Voilà. C'est peut-être voilà. Un dernier point sur les bornes par rapport aux enfants, c'est vers vous, madame. Je ne suis pas capable de répondre à cette idée de dire où metterions-nous de meilleures bornes. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas du tout aux manœuvres, les accompagnants. On accompagne les gens tels qu'ils sont. Ce que je peux dire, c'est que ceux d'entre nous qui bénévolent accompagnant des enfants qui sont gravement malades, et souvent ce sont dans des maladies qui vont être assez fatales, je constate que ces enfants, alors c'est difficile de généraliser, mais sont d'une sorte de lucidité et de clairvoyance sur ce qui se joue pour eux, et qu'ils sont de ce point de vue-là, je dirais, totalement adultes par rapport à ce qui va leur arriver malheureusement, y compris dans leur rapport avec leurs parents. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'ils sont complètement au cœur du souhait de pouvoir trouver une solution. Voilà. Merci. Monsieur de Beauval ou Monsieur Lantier? Merci. Voilà, merci. Sur la question de la continuité de l'engagement de nos bénévoles, c'est une évidence. Notre rôle, c'est d'écouter le patient. Et on a déjà des bénévoles qui sont à l'image de la société. J'espère qu'ils le seront encore un peu plus demain avec un peu plus de jeunes. Et donc, ce qui les rassemble, c'est de mettre leurs opinions, leur passé, leur personnalité de côté pour être auprès du patient, à son écoute, dans le non-jugement. Et quand bien même on pourrait avoir des situations difficiles avec des bénévoles pour qui c'est compliqué, je rappelle que le devoir d'accompagnement, il est celui de l'association. On n'a pas des bénévoles qui interviennent comme des francs-tireurs de manière indépendante. Donc, on peut avoir un des bénévoles qui nous dit demain, c'est difficile pour moi cette situation, je préfère me mettre de côté. Et ben, c'est l'équipe qui prend ça en charge, c'est l'association qui prend ça en charge. Donc ça, évidemment, toujours le devoir auprès du patient et toujours dans un cadre associatif. Voilà, ce qui me permet de rebondir sur la deuxième question par rapport à la formation des bénévoles. Alors bien sûr qu'on y tient.
tout repose sur ce contrat de confiance. Et c'est pour ça qu'on tient aussi à ce que dans les dispositifs que sont les futures maisons d'accompagnement, dans les questions du maintien du lien social, il soit fait référence aux bénévoles formés à la fin de vie. C'est pour continuer à donner cette garantie d'avoir des bénévoles qui soient bien formés. Et de la même manière qu'on a formé par le passé nos bénévoles sur la question de la sédation profonde et continue, juste pour les informer, pour leur expliquer ce que c'est. Les termes sont importants. Nous, on n'est pas des experts des soins palliatifs, mais voilà, nos bénévoles interviennent dans ces contextes-là et auprès de ces personnes. Donc évidemment que ce sera important de les former et de les accompagner. Voilà, on est comme tout le monde. Si demain il y a un nouveau droit, il faudra aussi qu'on invente de nouvelles choses. Mais de la même manière que je dirais sur la question du service, on a évoqué tout à l'heure, nous on préfère dire oui, on va travailler le sujet en formant bien éventuellement les nouveaux bénévoles et en imaginant des nouvelles modalités, en étant à l'écoute des nouveaux besoins, plutôt que de dire on ne s'en occupe pas et demain on aura, je sais pas, un bénévolat beaucoup moins bien formé, etc. C'est quand même un vrai acquis de notre sujet d'avoir un accompagnement qui soit fait dans de bonnes conditions. Donc voilà, sur ces sujets-là. Merci. Merci, Madame Walter. Merci. Alors, rapidement sur le certificat d'incurabilité, oui, moi j'imagine qu'en fait ça puisse être posé à partir du moment où on est certain que la personne va décéder de sa maladie, en fait, quelle que soit la maladie. Et une question que j'ouvre, est-ce que ce certificat d'incurabilité, il pourrait aussi donner accès à d'autres droits ou à d'autres possibilités, dans la mesure où ce sont des personnes qui sont privées de beaucoup de liberté, de beaucoup de possibilités. Voilà, une question ouverte à laquelle je n'ai pas forcément de réponse maintenant. Est-ce que comment vivez-vous le dialogue ? Est-ce que ce serait un échec du dialogue ? Cette question a été posée. Est-ce que l'euthanasie serait un échec du dialogue ? Moi, je pense au contraire que ce serait une réussite du dialogue, parce que enfin on écouterait vraiment ces personnes qui demandent légitimement à être aidées à mourir, et donc je pense que voilà, c'est vraiment une question de point de vue, mais moi mon point de vue il est vraiment celui-ci, et je pense que si la mission des soins palliatifs c'est d'écouter et d'apporter du mieux-être aux personnes, les soins palliatifs ne peuvent pas rester sourds à ces demandes qui sont exprimées. On ne peut pas écouter certaines demandes et d'autres demandes qui ne nous conviennent pas parce que nos valeurs ne correspondent pas à ces demandes, ne pas les écouter. Donc ça, voilà, je pense que c'est vraiment important. Et ça, je fais le lien avec la question des bénévoles hostiles à l'aide à mourir potentiellement. Oui, c'est une question qui me travaille beaucoup aussi, parce qu'effectivement, si demain on a une loi qui autorise l'aide à mourir et qu'on a des bénévoles ou des associations de bénévoles qui majoritairement ont des positions qui sont contre cette loi, que va-t-il se passer quand des demandes vont être exprimées par des personnes ? Par ailleurs, j'ajoute sur la question de la collégialité. Moi, je pense effectivement, enfin, je suis favorable à cette idée de dire c'est le médecin qui évalue et qui est éclairé par différents avis. Les proches, c'est une très bonne idée. Les bénévoles aussi, parce que nous, les bénévoles, on reçoit des paroles que souvent, même les proches ne reçoivent pas, parce que c'est des conversations qui sont très différentes souvent. Et pour finir, sur la question de l'exclusion des proches pour une protection psychologique, moi, je pense qu'en fait, il faut faire confiance au vécu de chacun et aux possibilités de chacun. Je pense qu'il peut y avoir des deuils pathologiques qui sont liés à des situations de silence autour de la fin de vie. Et ça, c'est vraiment, voilà, quand on ne nomme pas les choses, il peut y avoir beaucoup de deuils pathologiques, et que potentiellement, ça peut être plus source de deuil pathologique que d'aider à mourir. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai reçu un petit peu de la même manière cette proposition sur les proches, en me disant, enfin, ma première réflexion a été de me dire, il me semble que les personnes qui se projettent dans une aide à mourir ne souhaitent pas forcément que ce soit leurs proches qui fassent le geste, mais plutôt un médecin. C'est plus rassurant pour tout le monde. Et par ailleurs, je voudrais dire aussi à ce sujet que j'abonde complètement sur la question de l'angoisse que ça représente pour des personnes, de se dire, elles vont faire un geste dont, par définition, elles n'ont jamais eu l'expérience, puisque personne n'a jamais pris un produit létal. Donc on va imposer une ultime source d'angoisse, en fait, quelque part, à ces personnes qui s'apprêtent à mourir. Et donc, je pense que le sens de la fraternité et de la solidarité qu'on recherche, c'est plutôt de laisser ce choix. D'autant plus qu'on prévoit
des cas où les médecins pourront aider. Donc, laissons le choix à la personne qui est concernée. Je vous remercie. Madame Bourdon, Madame Pierre, Madame Bourdon. Oui, je vais d'abord commencer. Il y a beaucoup de questions, donc on n'a pas pour répondre à tout. Et si vous nous sollicitez, nous vous répondrons et nous vous proposerons aussi nos solutions. Concernant l'excuse de minorité, nous avons beaucoup de situations qui nous remontent et nous avons bien entendu des propositions à faire. C'est évident que c'est très compliqué et très complexe pour une équipe de soins palliatifs et une équipe pédiatrique de répondre à des besoins d'enfants. Mais pour vous donner un petit peu un exemple, nous avons eu des demandes d'un jeune de 15 ans qui a une maladie extrêmement rare, dermatologique, qui ont déjà conduit à l'amputation des mains et des pieds et des lèvres, et qui, à 15 ans, en veut beaucoup à ses parents qui ont accepté une réanimation intensive alors qu'il faisait une septicémie, et qui se retrouve aujourd'hui dans cette situation et nous demande une aide active à mourir parce que son avenir, de toute façon, n'est que souffrance, soins perpétuels, pansements continus avec des AG pour faire certains pansements. Vous imaginez qu'il a le temps de réfléchir à sa vie. Et on est très, très embêté par rapport à ces demandes puisqu'on n'a pas de solution aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces parents sont confrontés à un rejet de leur enfant par rapport à cette situation qui les a menés à porter une réanimation pour leur enfant. Donc voilà, mais nous avons des propositions à vous faire par rapport à tout ça, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui de s'en exprimer. Ma collègue va revenir aussi sur la notion de collégialité et du médecin référent. Alors je vais être rapide sur la question, sur la collégialité. Je pense vraiment que ce n'est pas une question de quantité, mais vraiment une question de qualité. Il vaut mieux une collégialité pas forcément très étendue, parce que peut-être qu'au domicile et dans certaines régions, ce n'est pas si évident de réunir énormément de confrères autour d'une situation, mais avec des soignants et aussi quelque chose de pluridisciplinaire, des travailleurs sociaux, s'il y en a. Enfin, l'essentiel, c'est que ce soit des professionnels qui connaissent la personne malade, qui la connaissent bien, qui peuvent éclairer, comprendre, analyser sa demande au regard de la connaissance qu'ils en ont. Et donc, oui, les proches et la personne de confiance, ils sont vraiment aussi essentiels dans ce processus. Voilà, donc il ne faut pas que cette collégialité soit quelque chose de bloquante. D'ailleurs, pour les sédations profondes et continues jusqu'au décès, un ami réanimateur me disait, tu sais Stéphanie, la collégialité dont on parle, elle est souvent pas si collégialissime que ça. Donc n'ayons pas l'impression que c'est forcément quelque chose de très très élargi et étendu. L'important, c'est que ce soit des personnes qui connaissent bien la personne qui fait la demande. Sur la question des directives anticipées, quand la personne perd son discernement, je suis un peu surprise de cette question parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur les directives anticipées dans mon précédent travail et dans les situations par exemple où des personnes ont une maladie d'Alzheimer, etc., mais où elles avaient fait des directives anticipées soit avant, soit au tout début de la maladie. Les directives anticipées permettent quand même d'éclairer déjà l'équipe soignante, les proches, etc., sur les conduites à tenir si à un moment une question de limitation de traitement se pose. Donc elles sont déjà utilisées de cette façon-là. Alors peut-être que dans le cadre de l'aide à mourir et de ces situations très spécifiques, il faudrait accompagner ces directives anticipées par d'autres garde-fous, une collégialité peut-être pour le coup ici un petit peu plus renforcée, peut-être aussi l'appui d'un staff éthique. Enfin, il y a quelque chose à inventer autour de ça, mais les directives anticipées font déjà office servent déjà un petit peu à ça. Et juste un dernier mot pour finir par rapport à ce que disait monsieur le député. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Elsa Walter, et en complément, je dirais que là où on sait que le dialogue s'interrompt, c'est clairement quand un professionnel répond à une personne malade qui demande une aide à mourir et qui a des souffrances réfractaires et qui ne trouve pas de réponse dans les solutions qu'on lui propose. Je ne peux rien pour vous. Vous pouvez toujours aller en Belgique, en Suisse, ou alors vous suicider, parce que ces propos extrêmement violents qui nous choquent énormément, qu'on a pu entendre parfois, qui arrivent dans les débats toujours, mais pourquoi avoir besoin d'une aide à mourir ? Vous pouvez toujours vous suicider, non ?
ça interrompt le dialogue. Voilà. Merci. Merci, mesdames, messieurs, pour à la fois vos propos liminaires, vos positions qui ont été claires, affirmées, et les réponses aux questions à la fois des rapporteurs et des députés. Chers collègues, je vous souhaite un bon appétit et rendez-vous à 14h30 pour la prochaine table ronde.